Vous avez d'ailleurs reçu quelques questions qu'on abordera voilà, en fin de webinaire. Nous allons passer maintenant sur la thématique de la blockchain, technologie de traçabilité et décentralisation des données grâce à l'intervention de Harold Kinney, qui est cofondateur de B-Blockchain et Wildchain, qui sont des initiatives wallonnes qui visent donc à promouvoir la blockchain made in Wallonia en tant qu'outil novateur pour le développement d'écosystèmes collaboratifs et transparents. Donc, Monsieur Kinney, je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour l'introduction et merci aussi aux présentations qui ont déjà eu lieu, notamment ici à Worldline, qui était très intéressant d'avoir un retour d'expérience justement sur cette implémentation de supply chain. Et en fait, voilà, ça recoupe un petit peu aussi l'expérience qu'on peut avoir même pour l'implémentation de technologies comme la blockchain, en termes d'impact, en termes de résistance au changement. Et la supply chain, bah, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'informations, beaucoup de systèmes différents. Donc voilà, mais on va y venir ici avec la blockchain justement, qui est peut-être éventuellement une piste de solution pour tous les problèmes qu'on a rencontrés. Alors du coup, blockchain, économie circulaire, voici le petit sommaire. Donc je vais commencer d'abord par une petite définition de ce qu'est la blockchain, parce que bon, pour certains, ça apparaît encore un petit peu flou, abstrait. On va passer aussi blockchain environnement, c'est important. Je tenais à faire ce point pour démystifier peut-être un petit peu les discours dans les médias qui vont souvent diaboliser un petit peu la blockchain par rapport à la consommation. Et alors aussi différents cas d'usage, hein, évidemment, donc la supply chain, les fameux digital twins, donc on est aussi dans l'ordre du DPP. Aussi la gouvernance, donc ça j'expliquerai aussi avec certains outils spécifiques au Web3 et à la blockchain. Et alors les différentes méthodes de financement possibles dans le cadre de l'économie circulaire. Et on finira par une petite conclusion, et si j'ai le temps, 2-3 petits exemples. Alors premièrement, la définition. Hop, voilà, en 4 points, pour faire simple. Donc, la blockchain, c'est une technologie de base de données, hein, pour faire simple, ou plus précisément d'indexation de données. C'est un registre qui est détenu et mis à jour par des participants d'un réseau. Donc, on va avoir une notion de blockchain privée ou blockchain publique. Public, en fait, tout le monde peut participer au réseau, et blockchain privée, ça va plutôt être un consortium avec différentes parties prenantes qui vont être autorisées à rejoindre le réseau. Alors, il n'y a pas d'autorité centrale, donc le registre ne peut pas être modifié de manière unilatérale parce qu'il est infalsifiable, ça le rend infalsifiable. Il faut l'accord des autres parties prenantes ou des autres nœuds du réseau pour modifier les informations. Alors du coup, on a une notion d'historicité dans la blockchain. Donc, on va vraiment enregistrer toutes les opérations qui se passent dans ce registre. Et donc, l'historique est consultable, donc il est transparent par tous les participants. Alors du coup, là, on a aussi des notions de permission. Donc, c'est-à-dire que certains niveaux d'utilisateurs auront accès à un certain niveau d'information. Donc, on peut faire ça aussi avec la blockchain. Et du coup, ben voilà, on va assurer la traçabilité en enregistrant toutes ces opérations qui se succèdent dans le temps. Alors du coup, il veut bien changer. Il ne veut pas changer. Voilà. Très rapidement, la blockchain est déjà utilisée dans pas mal de secteurs, donc la supply chain bien entendu, beaucoup aussi dans tout ce qui est finance, donc tout ce qui est services financiers, tout ce qui est ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, mais dans tout ce qui est corporate aussi, donc on a par exemple de l'échange de données, la certification de données, de l'authentification. Donc voilà, il y a aussi tout ce qui est CBDC, par exemple, qui sont les futures monnaies numériques d'État. Voilà, donc ça, il y a encore énormément de choses qui vont arriver, j'en suis sûr, mais c'est encore une technologie qui est jeune. Donc blockchain et environnement, voilà, c'est le point un petit peu que je tenais à faire. Donc forcément, on est tous au courant que Bitcoin consomme beaucoup d'énergie parce que le processus qui va permettre de sécuriser le réseau, de valider les transactions, est très énergivore. Ce sont des ordinateurs qui vont, via leur force de calcul, essayer de résoudre des problèmes pour trouver en premier une solution qui va permettre de valider un bloc de transaction et du coup être rémunéré en Bitcoin. C'est comme ça que la création monétaire du Bitcoin se passe. Et donc, on parle d'une consommation quand même entre 0,4 et 0,9% de la consommation mondiale, ce qui est quand même assez conséquent. Après, dans cette consommation-là, pardon, il faut quand même nuancer. Bon, évidemment, il y a quelques années, c'était pas très jojo, hein. On parlait quand même beaucoup d'énergie issue du charbon, notamment en Chine, jusqu'au moment où il y a eu un ban, donc une interdiction du mining en Chine. Et du coup, toute l'industrie s'est un petit peu réexplosée un peu partout dans le monde.
et ont été à la quête de nouvelles sources d'énergie pas chères. Et on a notamment l'énergie qui est gaspillée. Donc, il y a une phrase qui peut parfois faire tourner de l'œil certains écologistes, mais le Bitcoin, en fait, serait une solution contre-intuitive à la transition écologique. Parce qu'il faut savoir que dans le mix énergétique, les énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire, etc., sont des énergies qui sont non pilotables. Ça va dépendre du soleil et du vent, forcément. Et donc, dans un pays, la production d'électricité, elle est faite pour qu'on n'ait jamais de blackout. Donc, il y a toujours une surconsommation, une surproduction, pardon, par rapport à la consommation, parce que sinon on a un blackout. Et du coup, il y a forcément l'énergie qui est gaspillée. Et lorsqu'on a un mix énergétique avec beaucoup d'énergie renouvelable, parfois on a des pics énormes de production et on ne sait pas quoi faire avec cette énergie, vu qu'elle est gaspillée. Donc l'idée, c'est que vu que l'industrie du mining du Bitcoin, elle est portable, elle va venir s'installer à côté, par exemple, de fermes éoliennes, fermes solaires, récupérer ce surplus d'énergie, miner le Bitcoin, et du coup, en fait, va rendre les installations d'énergie renouvelable plus rentables, parce qu'on va quand même générer de l'argent et éviter trop de gaspillage de cette énergie qui est produite en surplus. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant. On a aussi l'énergie qui est issue du torchage du gaz. Donc ça, c'est vraiment en train d'être exploité, par exemple, notamment au Texas, où en fait, quand on exploite le pétrole, il y a un gaz naturel qui crée du méthane, qui est extrait, et la loi exige de brûler ce gaz pour le transformer en CO2, qui est moins nocif pour le climat. Et donc, du coup, on crame simplement du gaz sans l'exploiter. Ici, l'idée, c'est de récupérer ce gaz-là, avoir moins de fuites et vraiment brûler 100% de ce gaz-là pour l'utiliser dans des fermes de mining et en plus rentabiliser cette installation. Les installations de torchage, dans le meilleur des cas, c'est 98% du gaz, du méthane qui est brûlé, mais sinon, pour la majorité des installations un peu plus vétustes, on va dire, c'est 50%. Alors, au niveau de, par exemple, Ethereum, vous avez peut-être déjà entendu dans les médias dire qu'un NFT coûte super cher à créer, mais ça, c'était avant 2022. Parce que Ethereum, donc, qui est le deuxième plus gros réseau, deuxième plus grosse blockchain, et qui est surtout à l'origine de tout ce qui est Web3, etc., a fait sa transition en septembre 2022, sa transition écologique, si on veut. Ils ont changé de consensus. Avant, c'était le même consensus que Bitcoin. Mais ils sont passés à un nouveau consensus qui est beaucoup plus écologique. Et donc, on a coupé 99,98%, même un peu plus, de la consommation. Et maintenant, Ethereum, ça consomme à peu près l'équivalent du Vatican, par exemple. Autre aspect intéressant, tous les 4 ans, le Bitcoin connaît ce qu'on appelle le halving. On vient de le vivre ici il y a peu, en fin avril. Donc, en fait, c'est la récompense. Donc, la création monétaire du Bitcoin est divisée par 2. Et donc, c'est ce qu'on appelle le halving. Et du coup, c'est moins rentable de miner du Bitcoin. C'est 2 fois moins rentable de miner du Bitcoin, parce que les récompenses sont divisées par 2. Et donc, ça pousse en fait tout le parc industriel du mining à moderniser l'équipement et à trouver, en fait, à couper leurs coûts, et donc à trouver des sources d'énergie qui sont moins chères. Et du coup, par exemple, on le voit dans le mix énergétique de l'industrie, on va plutôt aller vers des sources hydro, par exemple. Au niveau des efforts aussi, on a différents pactes climat qui ont été mis en place, notamment le premier qui était le BMC, donc le Bitcoin Mining Council qui a mis en place ce pacte, et aussi le Crypto Climate Accord qui vise d'être neutre, que toute l'industrie soit neutre d'ici 2040. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le mining, c'est qu'on va permettre, donc le mining du Bitcoin, on va permettre de financer des infrastructures vertes parce qu'elle va être rentable dès l'instant zéro où tout sera installé. Parce qu'on va pouvoir directement produire et l'excès d'énergie, par exemple, si c'est pour un village qui est en pleine croissance en Afrique, on va pouvoir directement financer cette infrastructure grâce au mining et pouvoir anticiper les futurs besoins de ces villages en développement. Autre chose aussi, il y a certaines blockchains comme Polygon, par exemple, qui est carbone négative. Bon, c'est déjà du proof of stake, donc c'est le consensus comme Ethereum, donc ça ne consomme déjà pas beaucoup. Mais en plus de ça, en fait, ils ont une sorte de cagnotte où ils achètent des crédits carbone pour compenser leurs émissions. Bon, très rapidement ici, c'est le mix énergétique du Bitcoin. Ça, s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous envoyer toute une flopée de projets intéressants par rapport au Bitcoin. Il y en a beaucoup en Afrique aussi. C'est très intéressant de diver là-dedans. Alors, on va passer directement au cas d'usage. Du coup, ici, j'en ai, on va dire, shortlisté 4 qui me semblent les plus intéressants. Donc, le premier, bien entendu, c'est la supply chain, donc la traçabilité du cycle de vie d'un produit, et ce qui va permettre aussi l'automatisation avec ce qu'on appelle les smart contracts. Très rapidement, les smart contracts, ce sont des petits bouts de code, des petits logiciels en fait qu'on déploie sur une blockchain qui vont s'exécuter de manière autonome et on va permettre de gérer des règles automatisées.
Donc supply chain, évidemment, c'est pour lier aussi au digital twin. Donc on revient un petit peu à cette notion de DPP. Donc c'est une pièce d'identité d'un produit et ça peut aussi servir de titre de propriété, justement. On va expliquer en quoi c'est intéressant. Alors au niveau de la gouvernance, bon ça voilà, c'est un peu plus lointain, c'est ce qu'on appelle les DAO. Donc DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, ça j'en parlerai un peu plus. Et là on est vraiment dans le cadre plutôt de Vignon, parce que ce sont des projets, il y en a déjà pas mal dans la finance décentralisée, c'est des projets très compliqués à mettre en place, mais qui sont très importants et intéressants au niveau de la démocratie participative. Et au niveau du financement, il y a pas mal d'outils qui sont mis en place grâce aux différentes technologies blockchain et Web3 qui permettent de, par exemple, fractionnaliser la propriété, financer la transition écologique. Je vais vous citer quelques petits exemples tout à l'heure. Alors, le premier cas, la supply chain, bien entendu. Donc, du coup, ici, ça fait un peu écho avec le retour d'expérience de Worldline. Donc, il y a évidemment le problème du silotage des informations. Donc, elles vont être stockées de manière séparée, isolée chez chaque acteur. Donc, c'est assez compliqué d'avoir une communication entre ces différentes bases de données. Chacun utilise son propre logiciel, sa propre technologie, son propre langage, hein, comme c'était expliqué précédemment. Et du coup, on perd en efficacité, vu qu'on n'a pas forcément une disponibilité des données lorsqu'on en a besoin. Et ça nécessite en général des processus manuels, comme du mailing, des coups de fil, etc., pour savoir où est passé mon colis ou des choses comme ça. Visibilité fragmentée également, donc la traçabilité est souvent interrompue, avec des difficultés pour obtenir une vue complète du parcours du produit, notamment dû à ce problème d'interopérabilité dont on a déjà parlé. Et la blockchain permettrait de résoudre certains, en tout cas, de certaines de ces problématiques grâce à sa technologie de base de données transversale, en fait, entre tous les différents acteurs. Donc, ça permet une synchronisation des informations. Donc, les données ajoutées dans le registre se synchronisent en temps réel avec tous les acteurs. Donc, on va pouvoir lire, inscrire des données et ça se met à jour en temps réel sur toute la chaîne, sur toute la supply chain. Et donc, du coup, c'est voilà, ce qu'on appelle une base de données transversale. Et grâce à la technologie de cryptographie, on a aussi une meilleure sécurité. Parce qu'on va avoir une gestion, entre guillemets, des droits d'accès, qui peut écrire, qui peut lire, etc. Et donc, c'est algorithmique et cryptographique. Alors, ça permet d'optimiser les informations, de qu'elles soient accessibles à tous les participants du réseau, comme je le disais. Donc, ça va faciliter donc, le partage, la vérification des données et l'automatisation, comme je le disais aussi avec les smart contracts. Donc, dès qu'une information est vérifiée, on va pouvoir va générer des opérations de manière automatique en différents acteurs. Ça permet aussi de diminuer les coûts, vu qu'on automatise forcément, donc on gagne du temps. Ça permet aussi une certaine transparence, parce que qui dit silotage de données, si par exemple quelqu'un fait une erreur sur toute la chaîne de production, peut-être que l'acteur aura tout intérêt à cacher un peu cette erreur-là, ou du moins ne pas la communiquer. Ici, avec la transparence, on va savoir un peu qui aurait, je sais pas moi, aurait provoquer un problème dans le système, qui aurait mal enregistré tel produit. Là, on va pouvoir, via la chaîne, la blockchain, passer exactement qui a rempli quelle donnée. Donc, ça responsabilise un petit peu tous les acteurs dans ce processus. Voilà, donc deuxième cas d'usage. Donc, le financement. Donc là, c'est plutôt intéressant. J'ai bossé sur quelques projets qui voulaient utiliser la blockchain pour financer des projets durables. Donc le premier, c'est un peu le plus connu, c'est le financement participatif. Donc c'est un peu comme du crowdfunding. Donc il y a un peu des mots barbares comme TGE, ICO, INO, etc. Donc ce sont toutes des méthodes de levée de fonds participatifs dans des projets durables où en fait on va, un peu comme du crowdfunding, prévendre un service, prévendre peut-être éventuellement des parts dans un projet. Et en fait, voilà, on va tokeniser, si on veut, aussi la notion de revenus futurs, de services futurs. Donc, c'est assez intéressant. C'est un peu comme, justement, le deuxième point des futures. Donc là, on va tokeniser des revenus futurs afin de les vendre et obtenir de la liquidité pour, par exemple, financer une récolte. Donc, en agriculture, on a des projets au Brésil, on a aussi un projet en France, sur lequel, d'ailleurs, j'avais travaillé au tout début. Donc, qui permet à un agriculteur d'avoir des liquidités pour investir, par exemple, dans des machines, pour acheter des semences, et en fait, ils vont vendre leurs revenus futurs, donc après la récolte. Alors, au niveau des crédits carbone, ça aussi, on a travaillé avec du blockchain sur un projet. Donc, tokenisation du crédit carbone, c'est assez intéressant parce que ça permet non seulement de fluidifier et de créer de la liquidité sur ce marché. Donc, crédit carbone, donc ça peut représenter une tonne de carbone qui a été séquestrée. Une forêt, par exemple, est un puits de carbone, donc on a des crédits carbone qui peuvent être émis.
Et alors, ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est qu'on va avoir toute l'historicité de ce crédit carbone, notamment pour le marché secondaire, hein, qui est très intéressant parce qu'un crédit carbone, une fois qu'il est ce qu'on appelle retiré, donc il est brûlé, on ne peut plus réutiliser ce crédit carbone et dire que ben voilà, j'ai compensé mes émissions avec 1 tonne de carbone parce que j'ai acheté ce crédit, alors qu'il a peut-être déjà été brûlé. Parce qu'on brûle une fois un crédit carbone, on ne peut pas le brûler 2 fois, ça n'a pas de sens. Et donc, grâce à la technologie blockchain, on va avoir l'historicité du changement de main éventuel de ce crédit carbone. Et une fois qu'on va le brûler, ben, on ne pourra plus le revendre, quoi, il sera détruit. Alors, RWA aussi, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est un petit peu aussi le narratif de cette année par rapport à la blockchain, notamment BlackRock. Donc, ça permet de tokeniser des biens du monde réel. Donc, c'est Real World Asset. Et j'ai eu un cas avec la Comifac en Afrique, qui est responsable de la gestion des forêts. Qui a voulu en fait tokeniser des territoires pour les protéger et les exploiter de manière intelligente, hein, par exemple pour faire la pharmacopée, donc générer des médicaments, etc. Donc il n'y a pas de déforestation et l'idée c'est de vendre après des crédits carbone vu que c'est un puits de carbone, une forêt, et donc ça séquestre du carbone. Donc ça permet de financer aussi la protection des forêts. Alors le 4e point, donc c'est la gouvernance, comme je le disais, avec les DAO. Donc ça, voilà, c'est un peu plus une vision long terme, mais c'est assez intéressant parce que c'est un peu comme des coopératives, mais algorithmiques. Donc les coopératives, voilà, on a plusieurs acteurs qui se mettent autour de la table et qui vont travailler ensemble à un projet commun. Ici, en fait, on va créer un code sur la blockchain qui va légiférer les interactions entre les différents acteurs et membres. Il peut y avoir différents niveaux, évidemment, de membres, mais au moins, c'est impartial, donc les règles sont connues de tous, vu qu'en général, c'est open source, les DAO. On a une transparence, donc le code est open source, donc les règles sont connues de tous. Et donc, on ne fait pas de traitement de faveur sur X, Y, Z, à moins que ça ait été décidé en collège de faire des exceptions, par exemple. Donc, c'est très participatif parce que ça va permettre à tous les membres d'être déjà incentivés par un système de jetons. Donc, si je détiens un jeton numérique de cette DAO, je vais pouvoir avoir un droit de vote. Je vais pouvoir participer à la vie de la DAO. Et ça va aussi responsabiliser un peu tous les membres parce que tout le monde doit travailler pour le bien de la communauté. Donc, voilà, ça permet en gros de cimenter un petit peu une communauté et surtout de lui donner un rythme, de lui donner une programmabilité et ça permet d'avancer. Parce que par exemple, moi qui ai une expérience dans certaines coopératives, parfois c'est un peu lent, c'est très lourd administrativement. Ici, on peut imposer un rythme grâce à l'algorithme. Et donc, du coup, ouais, au niveau de l'économie circulaire, ça permettrait de co-gérer des projets, par exemple éoliens d'un quartier, au lieu de faire des coopératives, ou alors, justement, en complément des coopératives, ça permettrait d'automatiser et de pouvoir gérer les membres d'une coopérative. Voilà, et donc, voilà, la conclusion, je pense qu'au niveau timing, je pense être bon. Donc, il y a des opportunités dans l'économie circulaire, mais la blockchain, donc c'est une technologie qui est encore assez jeune, hein, donc on parle quand même de Bitcoin, c'était 2008, 2009, ça a été déployé. 2015, c'est seulement le début vraiment des smart contracts, donc on peut vraiment dire que la blockchain, en termes de logiciels, etc., a commencé vraiment en 2015. Donc ça fait même pas 10 ans, donc il y a encore du travail à faire, il y a encore du trajet. Mais en tout cas, on voit les perspectives, elles sont intéressantes. Il y a des secteurs déjà un peu plus mûrs comme la finance décentralisée. Mais tout ce qui est économie circulaire, il y a beaucoup de projets qui naissent. On manque encore un peu de recul. On manque de données statistiques et de ROI, même si je vais en citer 2-3 ici, des beaux projets quand même qu'on peut mettre en avant. Notamment, il y a beaucoup de plateformes ici comme Circus, qui est un projet norvégien, je pense, qui met en place en fait un système d'achat-vente de plastique recyclé. Et donc, ça permet d'avoir toute une traçabilité depuis l'enregistrement des matériaux jusqu'à la vente sur la marketplace et éventuellement même la 2e, voire 3e vie du matériau. Il faut toujours évidemment qu'il y ait un lien physique entre les objets du monde réel. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de Phygital. Et j'ai l'impression que j'ai loupé un slide en fait parce que ça buguait. Oui, en fait, j'ai loupé le Digital Twin. Donc, voilà, je vais vite revenir dessus. Des petits soucis avec. Voilà. Donc, très rapidement, Digital Twin. Du coup, donc, je vous disais bien aussi. Donc ici, on a, ça permet en fait de créer des jetons numériques qui vont être des jumeaux numériques de biens physiques. C'est pour ça qu'on parle de Phygital NFT. Donc ça va permettre par exemple de lutter contre les contrefaçons. Ça va être très intéressant au niveau des marques de luxe.
Justement, j'ai des exemples à montrer après. Ça va permettre aussi de certifier la conformité aux normes ESG de certains produits, parce qu'on va permettre via la blockchain d'identifier les certificats, les produits et aussi les certificateurs qui auront été agréés pour générer ces certificats. Ensuite, les smart contracts vont permettre d'automatiser les opérations. Donc, le jumeau numérique va permettre d'envoyer une petite alerte que, hop, attention, il faut créer maintenant sur telle batterie, telle voiture. On peut aussi gérer les garanties. Dès qu'il y a une date, boum, on envoie aussi une notification, on envoie directement l'information aux bons acteurs. On va permettre aussi, via les NFT, d'avoir une certaine fidélisation des clients. Donc, ce qu'on peut appeler une notion de ORM, donc Ownership Relation Management, qui va permettre d'avoir par exemple une gestion d'accès. Si j'ai acheté tel type de produit, j'ai accès à tel type d'événement. Donc, ça permet aussi, grâce à cette interopérabilité de la blockchain, d'avoir de l'innovation transsectorielle. Et imaginons, je vais acheter des produits dans tel supermarché local ou chez tel producteur local. Je vais pouvoir donc les consommer et aussi avoir un bonus parce que j'ai été aussi chez un autre producteur local, par exemple, et ainsi de suite, et collecter des points. Et voilà, donc on peut vraiment avoir toute une vie digitale par rapport à notre consommation et incentiver des comportements durables. Du coup, je reviens à la conclusion. Voilà, et aux exemples surtout. Donc ça, voilà, la marketplace, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc ici, Prada, Cartier, etc. Donc toutes les grosses marques de luxe se sont mis ensemble pour créer le Aura Blockchain Consortium. Donc là, on est dans une notion de blockchain privée. Et donc, en fait, ça leur permet d'éviter la contrefaçon, enfin, du moins de prouver que dans certains chaînes de vente, on peut authentifier que les produits sont bien d'origine de la marque d'origine. Donc, on a soit un QR code, soit ça peut être une puce NFC qui va être cousue dans un sac, par exemple. On va pouvoir la scanner, avoir toutes les informations. Donc, c'est un projet qui est plutôt intéressant. Et là, je fais suivant et ça calme. Du coup, je vais sans doute sauter un slide. Voilà. Donc, Everledger aussi, qui est un projet que j'ai un petit peu approché, qui permet notamment de gérer la traçabilité des diamants. Donc, j'ai aussi travaillé sur un projet là-dessus, où on va, par exemple, enregistrer un NFT et le lier physiquement à un diamant qui sort de la mine. On va en fait graver au laser un numéro de série qui est repris sur le NFT. Et à tout moment, dès qu'on reçoit, par exemple, en bijouterie, le diamant, on peut, avec une petite loupe, regarder le numéro de série, le taper dans un registre et récupérer l'information et voir toutes les données depuis la mine jusqu'aux différentes étapes, éventuellement la douane, le tailleur, par exemple, à Anvers, et la bijouterie qui le vend. Donc, c'est plutôt intéressant. Carrefour aussi, c'est un projet intéressant avec Settlemint, justement, qui est une boîte belge. Et donc, l'idée, c'était de tracer la production de poulet et dans le but d'avoir une transparence côté client. Donc, il y avait un QR code qu'on pouvait scanner et on pouvait voir toutes les informations depuis l'œuf, depuis le couloir jusqu'au producteur, le transformateur et jusqu'au consommateur. Ici, un autre projet aussi, plutôt dans l'agriculture. Donc là, c'est plutôt le contrôle des boues, ils appellent ça comme ça. Donc, c'est les sols, en fait, qui vont être réutilisés pour l'épandage, etc. Et donc, Suez a mis en place une plateforme avec une blockchain derrière qui va permettre d'authentifier et tracer toutes les étapes par lesquelles passe ce processus qu'ils ont mis en place, donc de la conformité des boues. Et il ne veut décidément pas changer. Il ne veut pas, donc tu veux pas. On voit votre dernier slide. Oui, avec Suez ou merci déjà? Ah, ok, donc c'est chez moi en fait que je. Ah, mais maintenant ça a rechangé. Ah oui, voilà, merci, maintenant je le vois. Décidément, Teams ne m'aime pas. Mais donc, merci beaucoup, monsieur, Voilà. pour Merci à vous. merci, monsieur Kiné, pour votre intervention. C'est vrai